For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances se terminent bien et que la rentrée se passe bien. Voilà, nous avons eu enfin notre UFC Paris. On va parler de l'UFC 279 après un week-end de malade. Arès, UFC Paris, rentrée des classes, fin des vacances. Tout le monde remplit ses petits papiers d'assurance, tout le monde inscrit ses enfants à la cantine. Tout le monde prend sa petite carte pour le bus. C'est le bordel, les parents sont débordés, les enfants sont en stress. UFC 279, c'est parti. C'est un event hyper particulier parce que c'est rare, mais le main event a très peu d'intérêt sportif entre Diaz et Chimaev. Les bookmakers, ils en ont que pour Khamzat Chimaev. Alors qu'une baffe dans la gueule de Ned Diaz pourrait tout changer. Donc on a aussi Ferguson qui pourrait soit aller à la retraite, soit se relancer totalement dans le top 7 ou le top 5. Il avait été très bon contre Chandler. Ensuite, on a Kevin Holland contre Rodriguez. Donc ça va être un combat de striking d'une rare violence dans lequel Rodriguez pourrait commencer à se faire remarquer sérieusement ou peut-être que Holland pourrait confirmer avec un game plan un peu plus axé sur la lutte. Ça peut être un combat très intéressant. On a Ion Cutelaba contre Johnny Walker. Donc là, je ne sais pas si qui perd saute. Je pense qu'on n'en est pas loin pour Ion Cutelaba. Peut-être un peu moins pour Johnny Walker parce qu'il n'a pas tout à fait la même dynamique. Selon la manière, ça peut se présenter comme ça. Ça peut être compliqué. On va voir. C'était le sommaire très mal présenté de MMA Club du jour. Let's go. Alors, je me pose plusieurs petites questions à l'approche de ce main event complètement dingue. Nick Diaz a-t-il une chance de faire durer le combat plus de 2 rounds ou carrément de prétendre à une victoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles conséquences pourrait avoir une victoire de Nick Diaz avec tout ce que ça implique? Le fait qu'il soit en fin de contrat. Le fait que du coup les plans pour Chimaev qui avait clairement l'ambition de taper la ceinture le plus vite possible, son aura, enfin tout en prendrait un gros coup parce que Ned Diaz c'est le genre de mec qui généralement dans ces rendez-vous là ne gagne pas, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas passé contre Masvidal. Bon, le combat match retour contre Conor, donc on puisse dire il l'a perdu, en tout cas il y a du rouge. Donc voilà, quand on arrive aux portes du top 3, là, un combat pour le titre, ça devient compliqué. Donc là, il est aux portes du top 3. Il se mange Khamzat Chimaev au pire moment pour lui. Merci le cadeau de l'UFC. Donc s'il gagne, c'est intéressant parce que s'il gagne, c'est intéressant parce qu'il sera en position de force pour peut-être la première fois par rapport à son contrat à UFC. Par rapport à un renouvellement, bien qu'on sait que l'UFC sont intransigeants sur les salaires, donc il n'aura pas non plus des 1000 et des 100. Mais voilà, il sera en position de force, soit pour une revanche directe contre Khamzat Chimaev, ça pourrait être plutôt pas mal. Soit carrément dire, moi je viens de battre le top 3, vas-y, file-moi Leon Edwards 2, quoi. Et là, je pense que Leon Edwards 2 contre Ned Diaz, ça sent la poudre, parce que le premier combat, on avait eu le sentiment qu'il avait les moyens de le finir s'il a été allé un petit peu au-delà de ses limites, bien que je pense qu'il y est allé. Et que Edwards avait dominé plus de 4 rounds, donc ça pourrait être aussi un gros banger. Donc en fait, je pense que l'UFC, au final, ils sont pas si embêtés que ça avec cette question, dans le sens où, du moment qu'ils arrivent à le refaire signer, il y a 2 combats type qui pourrait se profiler pour lui, quoi. Donc si au moins il n'a pas un salaire de ouf, avec ces 2 combats, on est sûr qu'il fasse un bonus pay-per-view de malade. Que ce soit la revanche contre Chimaev ou la revanche contre Leon Edwards, là pour Ned Diaz c'est jackpot. Voilà. Donc voilà. Si c'est Khamzat Chimaev qui gagne ce combat, on le sait, je pense qu'il tape Leon Edwards direct.
Je pense qu'on passe même pas par la case Kamaru Usman. Je pense également que pour Ned Diaz, du coup, c'est fini et que pour aller en boxe anglaise, selon comment il se fait détruire par Chimaev, ça va être compliqué de négocier pour lui un pay-per-view en boxe anglaise, ça dépend. Hein, bon. Ensuite, est-ce que, je me posais la question, est-ce que Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns a-t-il servi à peaufiner le striking de Khamzat, qui s'est peut-être rendu compte que il était peut-être trop dans l'émotion et qu'il y était allé, tout ça, ou est-ce que ça va l'encourager à retrouver ce qui a été sa meilleure arme, c'est-à-dire cette espèce de mix un peu grappling puissant et rapide avec de la boxe, avec beaucoup de feintes et des amenés au sol. C'était l'époque où Khamzat finissait ses combats assez rapidement, donc c'est plus ou moins... je pense, dans son corner, c'est plus ou moins vers ça qu'ils ont envie d'aller, parce que ils ont vu que leur poulain avait quand même pris pas mal de dommages la dernière fois contre Burns, et je pense pas que ce soit trop l'état d'esprit quand ils savent qu'il est capable, à quel point on sait qu'il est capable de terminer rapidement ses combats. Je pense que l'idée c'est de le préserver, c'est de préserver le poulain. Donc à mon avis, là le game plan il va être simple et efficace, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça va être le même que contre Li Jingliang, je pense, donc voilà, on va voir. Je ne sais pas, on verra. On va parler un petit peu de stats et on va un petit peu présenter les bilans, tout ça. Donc Ned Diaz qui a 37 ans, il est sur 21 victoires et 13 défaites. Bon, il n'est pas classé, on le sait, mais il peut affronter à peu près n'importe qui. Pour ça, il a plus ou moins carte blanche. Donc il est sur une défaite contre Leon Edwards, qui est l'actuel champion des welterweight. Et avant ça, il était sur une défaite contre Masvidal sur un arrêt médical de l'arbitre. Peut-être qui me semblait justifié, mais bon, je me rappelle plus très bien à quel point c'était grave, à quel point ça semblait grave. Donc en gros, sa dernière victoire remonte à août 2019 contre Anthony Pettis, et il faut remonter à 2016 pour une victoire contre McGregor. Donc voilà, de 2016 à 2022, on est sur 2 victoires. Une vieillotte sur McGregor, une plus récente sur Anthony Pettis, qui galère au PFL. C'est compliqué pour Diaz, il a quand même... il a presque, on pourrait dire, de la chance d'avoir cette gouaille, d'avoir cette aura qui lui permet de toujours prétendre à des combats... comment on appelle ça Merde, c'est un nom pour ces combats-là, ces combats de stars, quoi. Voilà, il est le genre de... Pour parler un petit peu de ses statistiques, il est le genre de combattant qui envoie 4,5 frappes signifiantes par minute. C'est tout à fait honorable. C'est un très bon score. En tout cas, c'est la moyenne. Donc voilà, il combat en moyenne aussi 11 minutes dans la cage par combat. Enfin, en moyenne, pardon. Donc son point faible, c'est les 40% de défense de takedown. Ça serait pas un point faible contre un striker pur, évidemment. Ça serait pas un point faible, je pense, je sais pas moi. J'ai pas d'exemple, mais évidemment, un mec comme Leon Edwards ou comme Khamzat Chimaev, là du coup ça se transforme en gros point faible. Donc parce que j'envisage pas Chimaev une seule minute rester debout avec Diaz trop longtemps. Je pense qu'il saurait boxer avec lui, c'est pas trop le problème. Mais il est bien trop fort, quoi. Il est tellement fort en lutte qu'il est obligé d'y aller. Il est obligé de... S'il veut finir vite, s'il veut appliquer un game plan qui a fonctionné jusqu'à maintenant avant le combat contre Gilbert Burns, il faut qu'il emmène Ned Diaz au sol. Il faut qu'il l'étouffe comme un serpent, quoi. Ça, c'est évident. Côté intérêt du combat. Donc, on a Ned Diaz qui est toujours dans les bons coups pour se faire de l'argent avec des grandes stars de cette organisation. Oui, pardon, c'était Money Fight que je cherchais tout à l'heure le nom. Donc voilà, il est toujours dans les bons Money Fights. Il est toujours dans les gros bangers. C'est assez incroyable parce qu'il y a une espèce de bipolarité de la part de l'UFC qui en même temps veulent le flinguer en lui filant des matchs de merde, des match-ups de merde. Et à côté de ça, il ramasse toujours des bonus pay-per-view de malade parce qu'il est toujours dans les bons coups. Donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'il est bien managé et je pense qu'il a un bon sens du timing pour savoir quand et qui call out ou réagir sur Twitter ou la ramener ou faire un doigt d'honneur à quelqu'un. En tout cas, il est très bon pour ça et c'est pour ça qu'on l'aime. Concernant Khamzat Chimaev, lui, il a 28 ans. Il est à 11 victoires et 0 défaites. Il est classé numéro 3. Après avoir écrasé Li Jingliang en 2021, il a battu Gilbert Burns dans une guerre incroyable en avril 2022. Et là, il est de retour en septembre pour la rentrée. Donc, il est devenu une sorte de grosse star de l'UFC.
Ça, tu peux le voir à partir du moment où des mecs comme Masvidal, par exemple, pour ne citer que lui portent de l'intérêt, là où l'année dernière, c'était encore des newbies qui devaient tout prouver. Voilà, au final, il est là, il est numéro 3 mondial, il a battu Gilbert Burns, qui est hyper légitime, donc ce n'est pas un upset de ouf. C'est pas comme Tuivasa qui bat Derrick Lewis et qui saute 10 places, quoi. Là, on est sur un truc cohérent, quand même. Quand tu bats Gilbert Burns, t'es vraiment assis sur la 3e marche du podium, et c'est justifié, donc c'est cool. Là, pour envoyer Nate Diaz à la retraite, pour le dévaluer avant sa reconversion en boxe, l'UFC n'a pas hésité donc à lui mettre Nate dans les pattes. Pour eux, ça semble très logique que le combat va aller en sens unique. Le gros avantage de Chimaev, c'est les 70% de takedown réussis et aussi le knockdown qui passe toutes les 15 minutes. Donc c'est plutôt pas mal comme stat. Ça veut dire que le mec est hyper polyvalent. Ça veut dire que s'il n'arrive pas à striker, on le sait, c'est pas possible. Il est bon dans tous les domaines, quoi. Il est bon dans tous les domaines. Donc on peut ajouter à ça presque 8 frappes signifiantes envoyées par minute. Seulement la moitié reçue. Donc je sais pas si vous avez mémorisé tout à l'heure ce que je vous ai dit sur Nate Diaz, mais il en envoie quasiment 2 fois plus. Donc frappe signifiante, ça veut dire frappe qui touche bien. Donc là on est sur un quota de x2. Voilà, il touche 2 fois plus en gros. Donc c'est une machine de guerre au sol et c'est une machine de guerre debout. Voilà. Pour couronner tout ça, on a une stat qui tue. Donc puisque Kamaru Usman s'est fait takedown par Leon Edwards il y a un petit mois maintenant, ou 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, on a Chimaev qui reste c'est le seul avec 100% de défense de takedown. Rien que ça. Donc voilà, ça c'est la stat qui tue. De toute façon, je comptais pas sur Nate Diaz pour l'amener au sol, puisqu'il a 0,40 amené au sol toutes les 15 minutes, donc ça veut dire qu'il envoie même pas un takedown par combat. Donc voilà, je pense à la fin de ce combat, il restera avec son 100% de défense, à moins d'un miracle. Côté pronostic, eh bien c'est simple, je vois un TKO au round 2 de la part de monsieur Khamzat Chimaev, sans surprise. Je fais le prono de la facilité. Ce ne sera pas toujours le cas sur cette carte. Vous verrez à la fin. Mais là, pour le coup, je vois pas trop comment la claque dans la gueule va faire le même effet à Chimaev qu'elle a fait l'effet à Leon Edwards. Je vois pas venir ce genre de choses, en fait, parce que je vois pas... quand ce sera dur, je vois pas Khamzat rester debout, tout simplement, quoi. Donc, ce cas de figure, j'imagine mal. Après, franchement, si ça arrive... bravo, mais je l'aurais pas vu venir, vraiment. On passe à monsieur Tony Ferguson contre Li Jingliang. Donc c'est un combat qui est très très intéressant sur le papier. Ça ferait un beau main event de Fight Night puissance complètement 5 étoiles. Parce que là pour le coup c'est pas assez haut pour un main event de pay-per-view et c'est trop haut pour un Fight Night. Donc c'est parfait en co-main event. Pas pour une fois, mais je trouve que là vraiment la carte elle est très cohérente. Là on a un main event qui est complètement hors des sentiers battus avec un intérêt sportif très moindre, mais là c'est tout l'inverse. On a un co-main event avec un intérêt sportif qui est très intéressant, puisque Li Jingliang il est vraiment très bien classé, on va revenir dessus, et que Tony Ferguson il est aux portes du cut, hein. On va pas se mentir, 4 défaites là, il est aux portes du cut. Donc voilà, c'est un combat très intéressant sur le papier. On a Ferguson qui revient après une défaite terrible contre Michael Chandler. Ça a fait le tour du monde, ça a fait le tour des highlights sur tous les réseaux sociaux. Moi, ça m'a fendu le cœur, mais ça a bien eu lieu, donc il faut que je fasse avec. Et il y a eu des conséquences, c'est que maintenant, on est à peu près tous sceptiques. Voilà, c'était censé déjà être la chance ultime de recoller les morceaux. Et là, en la personne de Li Jingliang, il a la chance de réaccrocher le tableau du top 5, on va dire, top 7, de préserver son top 7. Oui, c'est compliqué, mais on va essayer d'y aller. On a Li Jingliang qui est à 19 victoires et qui a seulement 7 défaites. Seulement. Numéro 13, classé numéro 13. Et on a Tony Ferguson qui est 26 victoires, qui a également 7 défaites, mais donc avec 7 victoires de plus. Et qui est classé numéro 11. Il est donc sorti du top 10. Donc c'est deux mecs qui veulent rentrer dans le top 10. Re-rentrer ou rentrer dans le top 10. Donc sur les 7 défaites de Tony Ferguson, les 4 sont sur ses derniers combats. Donc c'est vraiment horrible de tirer ce bilan. Ça fait vraiment mal à la tronche.
Quand tu penses en plus qu'à chaque fois c'était des murs en face et que bah, du coup ça fait mal quoi. Ça fait mal de se dire qu'on le reverra plus à ce niveau-là. Bon, une fois qu'on a fait une croix là-dessus, ok, on valide. Là c'est Li Jingliang, donc c'est un petit cran en dessous. Donc voilà, on va voir ça. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que le vétéran il a prouvé qu'il avait encore le power parce qu'il a envoyé Chandler au tapis au premier round, c'était propre. L'amener au sol qui a suivi était pas dégueulasse. Il s'est fait choper sur un super mélange de front kick et de head soccer kick. Franchement, on peut pas en tirer des méga conclusions sur ce combat. On peut pas dire, voilà, parce que c'était une belle copie en fait jusqu'au KO de Chandler. Donc on peut pas dire qu'il est fini. On peut pas dire T-Ferg il est finito parce qu'il a pris un KO de l'espace. Ce KO, tout le monde l'aurait pris. Et ça veut pas dire que celui qui... comment dire, ça veut pas dire que tous ceux qui se le prennent sont forcément finis. Donc voilà, faut pas en tirer une conclusion trop hâtive. Parce qu'on avait vu des belles choses. On a vu aussi que Li Jingliang était plutôt limité sur la lutte de Khamzat Chimaev. Donc ça, c'est pas plutôt limité, c'est plutôt inexistant. Pas le même calibre non plus. Tony, c'est pas forcément son domaine de prédilection depuis un moment. Mais avant de faire sa mauvaise série de défaites, il avait quand même des grosses qualités en ground and pound. Il a un dos très large, quasiment impossible à retourner. Ses coudes, ils sont affûtés qu'il en peut plus. Il adore ça, le ground and pound coude. Donc moi, j'ai bon espoir qu'il s'engage dans cette direction pour faire face à The Leash, l'étoile chinoise qui monte. Voilà, j'ai bon espoir de le voir prendre cette direction-là. Là, je croise les doigts. Li Jingliang, lui, il a alterné victoire et défaite dernièrement. Donc, vraiment, c'est sur ces 6 derniers combats. Hein, c'est vraiment ça. Donc, la logique voudrait qu'il perde puisqu'il sort d'une victoire. Voilà, il a battu des profils sérieux. Hein. Il a battu des mecs qui étaient aux portes du top 15, comme Eliseo Dos Santos, qui, lui, a battu Benoît Saint-Denis, on s'en rappelle. Il a battu Ponzini Bio et il a battu Shalikov récemment. Donc, voilà, c'est sérieux, mais c'est pas calibre des mecs qui ont battu Tony Ferguson récemment. On est encore un cran en dessous. On le voit hein, que Li Jingliang, là, il se mesure à son premier vrai rôle de passation de niveau, quoi. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose de différent. Donc, on est sur 3 victoires pour Li Jingliang sur ses 5 derniers combats avec 3 finishes. Donc, c'est intéressant parce qu'il faut faire attention à son pouvoir d'extinction. Li, il est très puissant quand il peut s'exprimer. Donc il va falloir faire attention à Tony, à ce qu'il donne suffisamment de volume pour empêcher Li Jingliang de combiner. Ça, c'est un petit point qui est important au niveau tactique. Voilà. On va parler un petit peu des chiffres. On a Tony Ferguson, on le sait, il a un excellent volume de coups portés, de coups signifiants, puisqu'il est à plus 5 par minute. Donc il est un petit... Tout à l'heure, on parlait de Ned Diaz et Chimaev. Diaz était à plus 4. Tony Ferguson, il est à plus 5. Chimaev, il est vers les plus 8, je crois. Donc il y a un petit différentiel, mais on voit déjà qu'on franchit la barre des plus 5, ça commence à être pas mal, hein, franchement. Donc il a aussi le cheat code, saignement sur les coups de coude. Oui, Tony Ferguson, il a le cheat code, amochage de tronche, vraiment là-dessus, il est excellent. Voilà, il a un menton en acier, hein, quoi qu'on en dise, même s'il a pris un KO de l'espace, c'était jamais arrivé avant, donc on peut encore, comment dire, on peut encore spéculer sur le fait que son menton reste en titanium. Même si, voilà, après par contre, il est souvent mis flash knockdown. Il a sa façon à lui de se relever proprement et de basculer ça au sol parce qu'il roule beaucoup, donc il récupère et ça permet à son adversaire de se jeter. Et puis lui, derrière, il est dans un domaine où il est très bon, contrairement à ce qu'il a montré dernièrement, parce qu'il s'est tapé Benel Dariush. Il l'a fait passer pour un débutant, bien sûr, mais ça serait arrivé à pas mal de top 15. Donc on peut pas tirer des conclusions sur tout ce qu'on a. Je le répète, hein, encore une fois, les 4 dernières défaites de Tony Ferguson, faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. À chaque fois, c'était des profils relous pour lui. Sauf Michael Chandler qui était prenable. Et franchement, ça s'est joué à un coup de ouf, quoi. Donc jusque-là, je le répète, il tenait la route. Donc voilà, faut encore se servir de ce qu'on a vu de Tony Ferguson pour croire en lui. Je crois en lui. Donc il a une bonne défense de takedown. Il est à 70% environ. Par contre, il en envoie très peu. Il en envoie moins de 1 par tranche de 15 minutes. Donc là, on est vraiment sur du... Je crois qu'il est sur du 0,40 toutes les 15 minutes. Donc c'est quasiment inexistant. Li Jingliang, lui, il a un profil un peu plus équilibré. En striking, c'est un combattant qui va toucher et se faire toucher. Il a un volume de coups signifiant qui est donné et reçu quasiment identique. Il est autour des 4 et autour des 3,5 pour ce qui concerne d'encaisser. Donc voilà, c'est quelqu'un qui remise beaucoup. C'est quelqu'un sur qui on peut remiser beaucoup. Il faudra quand même se méfier de son attaque de takedown. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il tente 3 fois plus que T-Ferg. Donc 3 fois plus, ça veut dire il est environ 1,25, un truc comme ça. C'est pas ouf non plus. Mais disons qu'il passe un takedown
tous les 15 minutes. Donc il peut très bien passer son takedown, gagner son round, faire chier. Voilà. Après, c'est pas quelqu'un qui est habitué à takedown tous les rounds. C'est pas un gros non plus dans ce sens-là. Il est lui aussi sur un knockdown réussi par tranche de 15 minutes. Ça, c'est intéressant. Donc attention à tout ça. Attention à tous les compartiments de combat avec lui. En fait, c'est quelqu'un qui comment dire, qui est bon quand il y a une opportunité à saisir. C'est quelqu'un d'assez intelligent. Donc voilà, il faudra que Tsyferg fasse les bons choix. Si tu fais les bons choix avec Li Jingliang, si tu mets un petit peu la pression, c'est quelqu'un qui est vite étouffé et qui peut rapidement donner son dos, qui peut rapidement se trouver sans solution. Mais si on le laisse respirer, si on est trop attentiste, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va prendre son temps, et là, ça devient compliqué. Donc voilà, c'est un peu un diesel, on va dire. Donc à la manière du main event, on a Diaz un peu en mode diesel, et Khamzat Chimaev en mode complètement furieuse dès les premières secondes. Et là, c'est pareil, on a un Tony Ferguson qui a un peu plus de présence, de volume, et on a un Li Jingliang qui est un petit peu plus attentiste tout en étant très très puissant. Donc attention. Voilà, on a deux combattants qui aiment faire durer le plaisir. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, je suis désolé. Donc puisqu'on est sur deux profils qui combattent en moyenne plus de 10 minutes, soit 2 rounds minimum. Voilà, c'est un détail aussi. On a Tony Ferguson qui va recevoir plus de coups signifiants aux jambes, mais tous les deux vont en envoyer autant au visage l'un que l'autre. Voilà. Attention donc au volume de coups portés du chinois sur l'ensemble des parties du corps de Tony Ferguson. Voilà, de l'américain. Donc, toutes ces informations mis bout à bout ne m'aideront pas à faire mon pronostic, et je vais répéter pourquoi, je l'avais déjà dit. Je ne pronostiquerai jamais contre Tony Ferguson, et je ne pronostiquerai jamais contre Dustin Poirier. Et aujourd'hui, il s'agit de monsieur Tony Ferguson. Donc je pronostique une victoire d'El Cucuy au 3e round par TKO en ground and pound, saignant, old school. Je mise sur un Tony Ferguson is back in the game. Voilà, je veux le revoir de retour dans le jeu. Voilà, c'est tout ce que je veux. Avant de finir ce petit podcast, je vais ajouter mes autres pronostics. J'ai donc en numéro 1, Chimaev, TKO, round 2. En numéro 2, Tony Ferguson, TKO, round 3. Pour le 3e combat, entre Kevin Holland et Daniel Rodriguez, je vois bien Daniel Rodriguez battre Kevin Holland. C'est le prono osé du jour. Disons que j'aime bien sa puissance, j'aime bien ce qu'il dégage. Il envoie beaucoup de coups, il est à plus 9. Donc là, c'est vraiment le box banger de cette carte, c'est ce combat-là. Donc voilà, c'est un très bon boxeur, il est besogneux, il n'est pas toujours le plus technique, mais je pense que Holland va le toucher dur. Je pense que ça va pas suffire, il y a de grandes chances que je me trompe, parce que c'est un pari très audacieux. À noter que c'est un catchweight, donc ils ne seront pas dans leur catégorie de prédilection. Voilà, je disais, je pense que Holland va le toucher, mais je pense que ça suffira pas. Voilà, il est très résistant, Daniel Rodriguez, et il a un volume de coups tellement impressionnant que je verrais bien Holland s'éteindre. Donc, est-ce que j'ai mis un... Non, j'ai pas mis une façon de le voir tomber. Je vais dire un KO au premier round. Je pense que les deux vont aller à la guerre. Je pense que Kevin Holland va essayer de se servir de ses évolutions en lutte. Non, je vois Daniel Rodriguez... Pourtant, je préfère Kevin Holland, je préfère son profil parce qu'il devient complet en plus, il devient très intéressant. Il avait des lacunes qui commençaient un peu à m'énerver dans le sens où ça devenait un peu toujours pareil. Hein. C'est juste ça, c'est pas la personne, c'est... Stratégiquement parlant, on commence à avoir des limites. Et là, on l'a vu avec des belles choses. C'était contre le Brésilien, là. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Lui qui a un chapeau, là. Cowboy... je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était un super combat. C'était très équilibré, d'ailleurs. Mais là, je vois Daniel Rodriguez éteindre le game. Voilà, ensuite, on a Aldana contre Kazan. On va dire Aldana à la décision. Next. Et pour finir, Johnny Walker contre Ion Cutelaba. Donc, je sais pas du tout. Putain, ils sont capables de belles choses tous les deux, et ils sont capables des pires choses tous les deux. Donc vraiment, c'est... Les deux là, c'est un peu des ovnis parce que ils sont capables de nous donner ce qu'on aime et ce qu'on déteste, quoi. Donc, je me répète, j'ai l'impression de dire là 2 fois la même chose. En vrai, quand on regarde bien, Walker, il a pas un bilan si nul que ça, si terrible que ça. Disons qu'il prend que des monstres. Là, il s'est fait éteindre les lumières par Jamahal Hill. Mais avant ça, je crois qu'il était sur 2 victoires sur Span, Ryan Span et je sais plus qui.
mais c'était pas dégueulasse, c'était franchement pas mal. Donc voilà, en fait, Walker, il a un côté un peu mème, un peu drôle. On aime bien le voir gagner, mais on aime bien aussi se moquer de lui et tout. Et bon, ben voilà, ça fait partie un peu de... Il a ce personnage qui va avec... Il a la tronche du gars. Enfin, il a l'air d'assumer, quoi. Il est plutôt cool, hein, comme gars. Vraiment, c'est excellent. Yon Kutelaba, il s'est fait soumettre par Ryan Spann. Il a aussi accroché des belles têtes. Mais j'ai un peu plus de mal à le voir gagner. Yon Kutelaba, il est très impressionnant dans les face-off. Il est très impressionnant quand il entre dans la cage, il est machin et tout. Mais au final, quand il combat, j'ai l'impression que des fois, il a oublié un peu la tête au vestiaire, quoi. J'ai l'impression qu'il écoute pas trop les consignes, qu'il panique assez rapidement. Quand il est pris, par exemple, il me semble que c'était une guillotine il y a pas longtemps, une guillotine levée. Je sais plus, je veux pas dire de conneries, mais des fois, il a tendance à paniquer un peu rapidement. Donc, je le vois pas... En vrai, on a tendance à oublier que Walker, il a quand même 15 KO, qu'il a le KO power. Il mixe bien quand même. Il perd quand il prend des mecs quand même sérieux. Donc moi, je pense que Walker quand même est un cran au-dessus. Alors là, par contre, s'il perd, je saurais pas quoi penser parce que je vois pas Yon Kutelaba rebondir et aller taper des mecs plus haut, et je vois pas Walker rebondir à l'UFC après une défaite contre Yon Kutelaba, quoi. Donc je saurais pas trop quoi en penser. En tout cas, ça va être un beau combat, même je pense un très très bon combat. Donc voilà, je vais dire Walker. Oui, j'ai dit Walker. KO, premier round. Et voilà, sur ce podcast est terminé. J'espère que c'était cool pour vous. C'était cool pour moi en tout cas. Diaz contre Chimaev, ça va être une vraie bonne nuit de plaisir. On va essayer de se connecter et de s'envoyer des petits messages. Là, c'est sympa à chaque fois avec l'équipe. En tout cas, les gars, j'ai oublié de vous dire, avec Others, sur others.com, vous avez toujours 10% avec le code MMA Club, la protéine post-workout complète. Ça marche bien, je vous le conseille. Et vous avez toujours 20% sur le site ascarifighter sans s.com. C'est les fringues et les matériels pour combattre. C'est stylé, c'est polonais, faites-vous plaisir. Voilà, sur ce, on en a terminé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne Fight Week UFC 279. Merci pour vos messages. C'était cool là cette semaine avec l'UFC Paris, Arès et tout. On a vachement échangé sur les réseaux. Il y en a plein, je vous ai dit je t'oublie pas, je t'envoie un message plus tard et tout. Je l'ai fait, j'ai envoyé des messages plus tard. Et je suis désolé, c'est pas quand je vous mets des vues là, je commence à avoir pas mal de messages. Donc quand je vous mets des vues, c'est pas intentionnel. Voilà, désolé si j'ai laissé quelqu'un en vue, c'était pas intentionnel. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, comme le veut la tradition, je vous fais des gros bisous.